précédente table ronde nous a présenté la façon dont le système scolaire et surtout l'éducation nationale pouvaient prendre en charge une éducation à la sexualité, à l'égalité entre les sexes. Comme l'a dit Michel Boson, cette éducation ne repose pas uniquement sur le pôle scolaire et sur la famille. On a d'une part un certain nombre d'associations qui œuvrent de façon très active, et tout à l'heure une question a évoqué les associations qui participaient à l'éducation sur la sexualité, et je pense qu'on ne souligne pas assez à quel point elles sont actives, mais que malheureusement elles manquent cruellement de moyens, même si elles reçoivent un petit peu de subventions, et que la plupart finalement sont, je dirais, financées par le bénévolat très souvent, qui leur permet d'agir. Et puis, vous avez aussi une éducation, entre guillemets, qui est délivrée par l'ensemble de la société, qui fournit des modèles, des valeurs. Alors, c'est la culture, la télévision, le cinéma, etc., etc., les réseaux sociaux, qui nous entourent et qui nous conditionnent quelque part en nous proposant des modèles de sexualité. Et puis, l'éducation à la sexualité, on l'a dit aussi tout à l'heure, ce n'est pas uniquement les jeunes, mais c'est également pendant toute la vie que l'on est concerné. Et donc, dans cette table ronde, on a choisi de donner la parole à des personnes qui sont actrices dans d'autres secteurs que dans l'éducation nationale, et puis qui agissent, qui sont à l'origine d'un certain nombre d'initiatives, qui proposent aussi des espaces de réflexion sur la sexualité et sur l'égalité. Et on verra que malgré le terme d'éducation, qui peut paraître un peu austère, ce n'est pas toujours rébarbatif. Alors, je vais vous présenter tout à fait à ma droite Agnès Giard, qui est journaliste à Libération et Cosette, après avoir été journaliste au Monde, Nova, l'Écho des Savanes. C'est aussi une spécialiste de la culture du Japon, et elle mène depuis pas mal d'années, depuis 1997, des recherches sur les logiques esthétiques et mythologiques qui sous-tendent la modernité japonaise. Elle a publié plusieurs livres qui portent sur cette culture japonaise, décryptés à la lumière des rapports sociaux de sexe, du genre et des rapports au corps. Elle est également doctorante en anthropologie à l'université de Nanterre. Ces publications, je vous donne quelques titres, vous aurez sur le site, après la mise en ligne de ces assises, toutes les références bibliographiques précises. Donc, des mythes fondateurs aux fables contemporaines, 100 histoires d'amour au Japon, c'est le dernier, les objets du désir au Japon, dictionnaire de l'amour et du plaisir au Japon, l'imaginaire érotique au Japon, le sexe bizarre et fétiche mode. Voilà. On sent une orientation générale. À côté, Paul Le Goff-Rampillon, qui a une expérience longue et diversifiée dans le domaine de l'éducation, puisqu'elle a commencé par être institutrice en maternelle et en primaire. Ensuite, elle a étudié la psychologie, exercé pendant 22 ans comme psychologue scolaire dans une zone d'éducation prioritaire. Et puis, la retraite venue, elle a continué ses activités, elle les a même élargies, en donnant à la fois des cours d'alphabétisation à des personnes d'origine africaine. Puis, elle s'est engagée tout d'abord dans l'association Contact, qui est une association qui travaille au dialogue entre lesbiennes et gays et leurs proches, familles, amis, etc., comme écoutante, puis comme intervenante sur les discriminations et l'homophobie dans les lycées, les collèges. Et puis, par la suite et actuellement, elle est devenue intervenante à l'association Estime, dont elle va nous parler plus à fond. Et elle a commencé à élargir aussi à la fois son champ d'intervention et auprès de différents publics et les thèmes d'intervention. À ma gauche, tout au bout, Patricia Legouge, qui est actuellement doctorante à l'Université de Strasbourg. Elle mène une recherche en sociologie sur les représentations de la sexualité dans la presse française.
Elle a travaillé sur la presse féminine, la presse masculine, la presse homosexuelle et surtout la presse adolescente. Dans le cadre de cette recherche, elle a analysé plus de 500 articles et conduit des enquêtes auprès des rédacteurs de ces titres. Bon, elle enseigne également sur les rapports sociaux de sexe et le genre. Alors, elle a publié, parmi les articles qu'elle a publiés, deux en français qui nous intéressent directement. Inégalité entre hommes et femmes, avancées et obstacles, co-signé avec Roland Pfefferkorn, pardon. Et puis, Jeune et jolie, une presse pour adolescentes, publiée dans Les jeunes et la sexualité, initiation, interdit, identité, 19e, 21e siècle, qui est sortie en 2010. Et puis, Isabelle Morisseau, qui est éducatrice de formation, militante féministe, et notamment au mouvement français pour le planning familial, et salariée de l'association départementale du Maine-et-Loire. Elle est animatrice de prévention conjugale, familiale et familiale et engagée dans des actions d'éducation à la sexualité, à la fois auprès de publics de jeunes et également auprès de publics adultes. Elle anime aussi des formations sur ces thèmes auprès de professionnels des secteurs éducatifs, culturels ou médicaux. Et puis, elle a été coordinatrice du programme national du planning familial qui s'appelle Contraception, sexualité, vulnérabilité, dont elle nous reparlera, de 2008 à 2010. C'est dans ce cadre d'ailleurs que j'ai été amenée à faire sa connaissance et à mesurer l'ampleur et à la fois les difficultés, l'importance et l'ampleur de ce travail de terrain. Première question, un petit peu comme à la table précédente. Comment avez-vous été amené à vous intéresser à l'éducation à la sexualité? Et la question qui est un petit peu, connexe, c'est est-ce qu'il vous semble que les principes de l'égalité entre les sexes et les sexualités sont pris en compte dans les informations données à l'extérieur de l'école? Sujet, évidemment, la sexualité, j'y suis pas venue immédiatement. Au départ, comme journaliste, je travaillais sur le Japon, ça vous l'avez deviné. J'ai commencé à Nova Magazine, le premier qui a bien voulu m'embaucher. Et puis au bout de quelques années, le rédacteur en chef, Bizot, le directeur de la publication, a dû se poser des questions sur ma sexualité. Et au lieu de me poser la question directement, il a décidé de me confier une rubrique nouvelle dans la revue, et c'était la rubrique sexe. Donc ça m'est tombé dessus. Agnès, on te confie la rubrique sexe, et j'ai dit oui, j'y connaissais rien, et puis il a fallu que je m'y mette. Alors mon premier article, c'était sur la fessée. J'ai trouvé une association qui s'appelait le CLÉ, qui est l'association homosexuelle pour la fessée, et j'ai découvert qu'il y avait des restaurants qui accueillaient des groupes. Les hommes qui portaient des badges bleus étaient les fesseurs, les badges rouges c'était les fessés, et puis il y avait des badges intermédiaires, fesseurs, fessés, et il y avait des diplômes qu'on accordait en fonction donc de la maîtrise de certains instruments. Donc j'ai appris par exemple que la maîtrise de la canne anglaise requérait au moins 1 an de formation et que ça se donnait par série de 6 coups obligatoirement. Donc j'ai fait ce premier article et ils ont décidé de me laisser la rubrique puisque de toute évidence ça marchait bien. Je traitais la sexualité un peu comme on pouvait traiter des autres sujets avec, disons, le même sérieux, c'est-à-dire que j'essayais vraiment de me documenter sur le vocabulaire, sur les univers qui existaient. À chaque fois, je le faisais un peu comme on fait de la sociologie, c'est-à-dire uniquement en m'intéressant au côté très à la fois culturel de l'affaire et puis peut-être aussi un peu technique, comme si ça n'avait finalement un peu rien à voir avec ce qu'on a communément l'habitude d'appeler l'encanaillement, la lubricité, etc. Parce que jusqu'ici, dans la presse, en France en tout cas, c'était traité de manière un peu légère, c'était très olé olé. Et là, c'était un peu la première fois, en tout cas dans ce type de presse, qu'on traitait le sujet sérieusement. Donc en fait, je ne m'intéressais pas à l'égalité homme-femme, pas du tout. Et donc je ne pourrais pas répondre à la seconde question. D'accord. Et
puisqu'il nous reste encore un peu de temps, est-ce que maintenant vous vous y intéressez? Est-ce que ça vous a amené à vous poser quand même quelques questions sur cette égalité? Par exemple, les badges roses et bleus, là quand même, les bleus sont ceux qui donnent la fessée et les roses sont ceux qui la reçoivent. En fait, j'ai inventé les couleurs, je les ai oubliées. Et non, c'était pas aussi flagrant que ça, j'en suis sûre. Ça devait être rouge et bleu ou... rouge pour le sadique, probablement, je ne sais plus très bien, mais ce n'était pas très important. Il n'y avait pas de marquage féminin associé au passif, etc. Ce n'était pas aussi énorme. Bon, évidemment, il m'est arrivé de me coltiner avec la question de l'égalité, mais ça ne me paraît pas très intéressant, ça me paraît très annexe par rapport à la vraie question qui est la question de l'éducation sexuelle. Justement, on revient un peu au débat précédent, c'est comment parler de sexualité et comment faire en sorte qu'on ne tombe pas dans les travers habituels de la presse. Alors je vous donne un exemple très précis. Je voulais parler dans Marie-Claire du mouvement gothique. Le sujet m'a été refusé par Tina Kiefer qui a dit « Attention, moi je suis féministe ». J'ai dit « Ah bon oui, mais pourquoi pas parler des gothiques? Je ne comprends pas le rapport. » « Ah mais les filles gothiques sont habillées comme des putes. » Ah je fais « Ah oui, c'est vrai, mais étonnant, oui, j'avais pas réalisé, mais tout d'un coup, je lui dis mais les garçons aussi. Dans le mouvement gothique, les garçons aussi sont habillés comme des putes et ils empruntent le maquillage aux filles. Donc ils sont parfaitement à égalité. Et ça, elle ne l'a pas entendu. Donc je me suis aperçue qu'il y avait une forme de féminisme à l'œuvre dans la presse féminine qui était totalement inégalitaire, dans la mesure où elle ne pouvait pas entendre que dans certaines communautés à connotation érotique, bon, je ne résume pas le mouvement gothique à un mouvement érotique, mais quand même, elle ne pouvait pas entendre qu'il y ait la possibilité pour les hommes comme pour les femmes de se présenter comme des objets érotiques. Et la question de l'objet de désir, l'objet sexuel, est une question sur laquelle toute la presse féminine bute, à part quelques titres qui viennent récemment d'apparaître et qui essayent de surmonter cet obstacle qui est un peu has-been. Je pense qu'on ne choisit jamais un sujet par hasard, et surtout quand on a arrêté ses études pendant 6 ans, ce qui était mon cas. Et donc j'avais arrêté pendant 6 ans et j'ai repris mes études en Master 2 dans le cadre d'un congé individuel de formation, et après donc, j'ai débuté ma thèse. Et donc je travaille sur les représentations de la sexualité dans la presse française, dans la presse magazine. Et je pense qu'il y a eu... Alors, je ne suis pas psy, mais je pense qu'il y a des choses qui s'expliquent. Je pense qu'il y a eu plusieurs moments dans ma vie qui ont fait que j'avais pressenti, en fait, que, comme dirait Godelier, la sexualité est toujours autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire, la sexualité est une poupée ventriloque qui n'a rien à dire et qu'on utilise pour parler à travers elle. Et dans le cadre de la première partie de mes études, j'avais eu un job étudiant. J'avais travaillé dans un vidéoclub. Et à l'époque, avant Internet et la gratuité d'Internet, un vidéoclub subsistait surtout grâce à la pornographie. Et notamment le vidéoclub où je travaillais, le jeudi après-midi, pour un film loué, un porno gratuit. Donc, alors, forcément, j'ai été confrontée à la pornographie, j'ai travaillé pendant 4 ans, donc... en plus, une vidéocassette ou un DVD à louer, ça se prépare. Donc, alors, c'est-à-dire que vous mettez des étiquettes, vous faites les jaquettes, donc vous regardez, clairement. Et il s'est passé déjà 2 choses. C'est-à-dire le souvenir, parce que j'ai 33 ans, donc j'avais quand même un souvenir de la pornographie avant le vidéoclub, j'étais embauchée dans les années 2000, et je me disais, apparemment, la pornographie a quand même évolué. L'image que moi, j'avais de la pornographie des années 70, 80... et notamment la pornographie de Brigitte Lahaie, je trouvais que ce qui était présenté dans ce vidéoclub et qui était consommé par monsieur tout le monde, et pas forcément des gens qui avaient l'air pervers ou, enfin, je ne sais pas, dérangés ou quoi, j'avais l'impression qu'elle avait évolué. Et puis comme je suis de nature curieuse, quand vous travaillez 4 ans quelque part, au bout d'un moment, vous discutez avec les clients. Et puis comme j'avais déjà fait un peu de sociologie, j'avais un petit peu tendance à questionner, etc. Et donc je discutais avec mes clients, mes consommateurs de pornographie. Donc je discutais avec eux pour savoir un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'ils recherchaient, qu'est-ce qu'ils pensaient de tel film, même si je ne l'avais pas vu. Et donc ils me disaient... Alors, quelque chose qui revenait souvent, c'était donc les actrices. Alors je vais essayer de ne pas être trop vulgaire. Les actrices sont vraiment, entre guillemets... des salopes, regarde ce qu'on lui fait, patati patata.
Et moi, je leur disais, oui, mais l'acteur aussi, là, en question. Je veux dire, il est dans la même position, il est aussi dénudé, on voit beaucoup de choses de son anatomie. Et donc, je me disais, tiens, c'est bizarre, on a quand même... oui, il y a un traitement différentiel de la sexualité, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Et puis, il y a eu un autre moment concomitant, enfin, un petit peu décalé plutôt dans le temps. C'est un moment personnel, en fait. Je ne vais pas vous cacher. Voilà, je suis une femme hétérosexuelle. Et donc, je vivais en couple depuis plusieurs années. Et j'avais la sensation, en fait, qu'en étant hétérosexuelle, j'étais enferrée dans certains schémas. Et notamment des schémas conjugaux, des schémas sexuels. Et j'ai vraiment repris mes études avec cette interrogation. En me disant, mais 40 ans après les combats féministes, les luttes féministes, qu'est-ce que moi j'en fais dans les années 2000 avec ce qu'on me lègue? Je ne suis pas en train d'adhérer à un schéma extrêmement traditionnel. Je vis en couple. Si ça continue comme ça, je vais faire un enfant. Voilà, donc j'étais dans ces questionnements. Et je me disais, j'avais toujours eu la sensation qu'effectivement, la sexualité, ce que je voulais en revendiquer, ce que je voulais faire, était aussi porteuse de changements, d'innovation, de pouvoir, de politique. Et malheureusement, ce que je cherchais dans les représentations que j'avais autour de moi, et notamment la pornographie, parce que j'ai essayé de trouver de la pornographie qui pouvait me correspondre, puisque j'ai été confrontée, je pressentais en fait qu'on était toujours dans des schémas extrêmement traditionnels. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre mes études et de travailler clairement sur ce sujet. Je suis arrivée à la fac en me disant, voilà, à monsieur Roland Pfefferkorn, je veux travailler sur les représentations de la sexualité dans la presse, ce qui n'est pas anodin aussi dans un labo. Et justement, essayer de voir comment les représentations de la sexualité peuvent être un enjeu des rapports sociaux. Alors, des rapports sociaux de sexe, mais aussi des rapports sociaux de classe, des rapports sociaux de race, et comment on peut essayer de les articuler. Je suis militante au planning familial. Donc, comme vous le savez sûrement, le planning, c'est une vieille dame largement ménopausée. Ça, c'est le retour de terrain. C'est un cycle présenté une dame dans un groupe par rapport à une action dont je vous parlerai par la suite. Plus sérieusement, le planning, c'est un mouvement féministe et d'éducation populaire. Donc, moi, je vais m'arrêter sur le deuxième terme. Concrètement, ça veut dire que dans un monde où l'individu prime sur le collectif, où la compétition prime sur la coopération, une association comme nous, on essaye de faire passer l'idée, de partager l'idée que l'éducation, qui ne se limite pas à l'instruction ni à l'école, par rapport à tout à l'heure, que l'éducation, ça peut nous permettre de comprendre le monde dans lequel on vit et peut-être de le transformer, en tout cas d'avoir une prise sur lui par l'action. L'objet du planning, c'est clairement un projet de transformation sociale. C'est très ambitieux, sûrement utopique. C'est-à-dire participer à quelque chose qui permette de construire des individus égaux et libres. Alors au sens kantien du terme, je pense, c'est-à-dire conscients de leurs responsabilités dans le monde dans lequel on vit et peut-être ayant envie d'assumer et de transformer le monde présent. Donc ça, c'est les grandes idées. Historiquement, dans les années 60, le planning a participé du mouvement qui revendiquait l'abrogation de la loi de 1920, qui pénalisait très lourdement la contraception et l'avortement. Et en même temps que cette revendication de revenir sur la loi de 1920, il y avait la demande de reconnaître la sexualité des jeunes. C'était ça historiquement, dans les années 60. Reconnaître la sexualité des jeunes et introduire l'éducation sexuelle à l'école. À l'époque, c'était donner aux gens de l'information qui leur permette de vivre leur corps autrement, de rencontrer le corps de l'autre autrement peut-être. Ce qui me semble intéressant, donc c'est l'objet même de l'association qui m'a amenée en tant que militante à m'intéresser à l'éducation et à la sexualité. Ce qui me semble intéressant par rapport à cette table ronde, c'est que petit à petit, on a interrogé au sein du mouvement la pertinence du lieu école comme lieu privilégié de l'éducation à la sexualité, un privilégié, voire exclusif de l'éducation à la sexualité. Petit à petit, on est sorti de l'école quand a émergé la question, mais qu'est-ce que c'est qu'éduquer à la sexualité? Qu'est-ce qu'on fait concrètement sur le terrain? Est-ce qu'on fait un cours de bio un peu interactif et accessible? Est-ce qu'on fait une information sur les corps sexués, sur les risques sexuels, ce qui n'est pas rien quand même? Ou est-ce qu'on fait autre chose? Et c'est petit à petit, au contact avec le public et puis dans l'évolution de notre réflexion, que finalement, on a pris conscience de ce que l'éducation à la sexualité, elle est vraiment au carrefour entre promotion de la santé
et lutte contre les discriminations. Et on a mis en place de plus en plus des actions en direction des publics adultes, où là, il s'agissait moins de donner de l'information, même si, je vais y revenir, que de permettre aux gens simplement de se rencontrer, de parler, de lever un certain tabou, de parler de leurs expériences de vie, puisqu'on apprend par l'éducation, par l'expérience aussi, et puis peut-être de remettre en question ensemble quelques évidences. Alors par rapport à la deuxième partie de la question, moi je travaille plus auprès du public adulte, donc je ne parlerai pas de closer ou de fan 2, mais c'est vrai que dans le retour que j'en ai des personnes dans les groupes sur le terrain, c'est vraiment la télé d'abord. En deuxième lieu, les magazines, la presse écrite et puis Internet, qui sont une source d'information extrêmement importante. Et on travaille, nous, avec les gens sur qu'est-ce qu'on y voit dit de nous, de ce que c'est qu'être une femme, de ce que c'est qu'être un homme, des relations entre nous, de nos sexualités, quels messages, quelles valeurs sont diffusées H24, comme disent les jeunes, par ces médias. Donc sur le terrain, nous, les femmes, elles nous parlent énormément. J'ai pas la télé, donc je suis un peu avide de connaître. Elles nous parlent de films, de séries télévisées, de toutes ces émissions de dating, coaching, relooking. Donc je vais citer, moi j'ai retenu tous les noms, j'ai regardé tout, c'était passionnant. L'île de la tentation, Une semaine sans les femmes, Belle et jolie, non c'est grosse et je sais plus quoi. Belle toute nue et autre Sex and the City. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça on peut le travailler concrètement avec les gens, c'est que de façon vraiment sans équivoque, plus ou moins floutée, parfois à peine floutée ou très explicite, on a les mêmes injonctions à la norme. Pour les femmes, il s'agit d'être belle, désirable, sexy, disponible, coquine sans être salope, voire de jouer sur les deux tableaux, la Vierge effarouchée et la bête de sexe. Donc l'idéal, me disait une dame, ce serait d'être vierge mais très expérimentée. Ça va être compliqué. Et puis pour les hommes, parce que les injonctions, elles pèsent pas seulement sur les femmes, pour les hommes, et ça les hommes dans les groupes nous le disent, il faut être à la hauteur, il faut bander dur, excusez-moi, c'est clair, il faut assurer. Et ça, en termes de compte en banque, autant que de performance sexuelle. Le message général, c'est l'homme qui pilote et les femmes aiment ça. Et vraiment, c'est absolument confondant. Alors, peut-être que je caricature, et les médias qui construisent une certaine réalité intéressante, les médias l'ont bien compris, puisqu'on propose aussi parfois d'inverser. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Next, qui a proposé que ce soit les dames, à un moment donné, qui soient aux commandes, les dames qui interviennent, et puis qui a proposé une version homosexuelle. C'est formidable, et c'est pensé et perçu souvent comme un progrès. Qu'est-ce que Ce qui m'a amené à m'intéresser à la sexualité des jeunes, c'est la prise de conscience que vis-à-vis de mes propres enfants, leur avais renvoyé une image de la société comme étant hétéronormée. Et ayant un enfant qui n'était pas hétérosexuel, ça ne lui a pas facilité le moment où il a découvert qu'il avait une orientation sexuelle différente. Pouvoir le penser, c'était déjà difficile, donc pouvoir le vivre, imaginer ce que ça pouvait être. Donc à cette époque-là, je vivais donc dans un monde où tout le monde un homme était avec une femme et avec ça qui existait. À cette époque, j'ai eu la chance de rencontrer l'association Contact, qui est une association qui regroupe des parents d'homosexuels et des homosexuels et qui anime des groupes de parole, des écoutes téléphoniques. Et au bout de quelques années, on a commencé à se dire que ce serait une très bonne chose de faire de la prévention dans les lycées et collèges sous forme de lutte contre les discriminations, l'homophobie n'étant qu'une d'entre elles. On se pensait qu'entrer dans les lycées et collèges en allant bien en tête pour travailler sur des questions de sexualité, ça passerait assez mal. Donc on a décidé de viser toutes les discriminations. À cette époque, nous avons suivi une formation et je me suis rendu compte en suivant cette formation à quel point en matière de discrimination, on avait beau se dire non discriminant, on était toujours à un moment ou à un autre obligé de réguler notre curseur
parce que suivant les rencontres, les situations, eh bien, la discrimination, elle prenait le pas sur ce qu'on aurait voulu. Hein. Tout dernièrement, j'ai donc travaillé pendant 6 ans en faisant des interventions dans les collèges et les lycées pour l'association Contact. Et tout dernièrement, je me suis rapprochée de l'association Estime. Je me suis dit qu'au lieu de lutter tout le temps contre quelque chose, il valait mieux aller de partir dans une association avec l'idée qu'on allait promouvoir la diversité. Alors, en travaillant avec l'association Estime, eh bien, déjà, moi, je voudrais vous dire que le mot éducation ne me semble pas tellement approprié, parce qu'en fait, on n'éduque pas des jeunes à la sexualité. Hein, parce que qui dit éduquer dit comment il faut faire. Or, nous, on a affaire à des jeunes qui n'ont pas encore de pratiques sexuelles pour la plupart. Hein. Ils ont donc des interrogations, des images toutes faites, hein, des peurs, des doutes. Et c'est dans ce sens qu'il faut déjà qu'on écoute ce qu'ils ont à dire. Alors, en termes de biologique, il était inutile qu'on s'en empare, puisque les professeurs de SVT de 3e et de 4e, ça fait partie de leur programme, et qu'ils s'en débrouillent très bien. Mais nous voulons plutôt, dans les interventions que nous faisons, que nous intitulons l'accompagnement de la vie affective et sexuelle, nous voulons plutôt les faire en sorte que les jeunes s'interrogent sur la relation et sur les valeurs qu'ils ont envie de construire dans leur relation aux autres et dans la protection personnelle. Excusez-moi, hein. Je dois regarder mon petit papier de temps en temps. Parce que... voilà. Donc c'est toute la dimension humaine qui est en jeu dans nos interventions. Alors il est assez révélateur quand on travaille avec des jeunes de collège en particulier, quand on leur demande de s'interroger sur qu'est-ce que c'est qu'un garçon, qu'est-ce que c'est qu'une femme, une fille. Eh bien, mis à part le fait de nommer les attributs sexuels, eh bien, ils sont en général à court d'arguments. Et quand ils commencent à nous donner des arguments, eh bien, on leur fait remarquer que ce sont des productions, des constructions sociales. Hein. Une femme, c'est quelqu'un qui repasse. Et pourquoi ? Une femme, c'est celle qui repasse. Bon, et vous en connaissez d'autres. Hein. Donc, les amener à réfléchir sur les stéréotypes, c'est aussi important que de travailler sur la sexualité elle-même, hein, parce qu'on en est imbibé, nous-mêmes nous en sommes imbibés. Hein. L'empreinte de la société est très forte sur nos personnes et sur les jeunes également, donc c'était très important de travailler là-dessus. On va passer à la seconde question, justement, qui va vous permettre de développer. C'est auprès de quel public vous intervenez et de quelle façon ? Nous intervenons auprès des jeunes des dernières classes de l'école primaire jusqu'à la classe de terminale. C'est toujours une réponse à des demandes d'adultes qui s'occupent de jeunes. Hein. Et nous construisons les interventions avec les adultes demandeurs, que ce soit une infirmière, une assistante sociale, un conseiller principal d'éducation, proviseur, et aussi des travailleurs sociaux, puisque nous travaillons aussi dans des instituts médico-éducatifs auprès de personnel qui encadrent des enfants handicapés. Alors nous avons des interventions qui sont très variées, mais qui répondent à 2 axes principaux. Hein. C'est l'accompagnement de la vie affective et sexuelle et l'éducation à la diversité, donc la lutte contre les discriminations. Alors je vais vous lire un certain nombre d'intitulés d'intervention, hein. Le rapport au corps, intimité et pudeur, les relations filles-garçons, espace public et espace privé, la vie amoureuse et sexuelle, le processus de discrimination, les discriminations et plus particulièrement celles liées aux représentations sexuées, sexisme, violences faites aux femmes, homophobie,
qui trouve d'ailleurs ses racines dans le sexisme, c'est-à-dire dans une perception que certains ont de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme. Et aussi, nous rappelons la loi. Alors, bien sûr, nos interventions sont différentes suivant l'âge des élèves, hein. Nos outils également. Nous avons des vidéos, des témoignages, des mises en situation, des jeux de rôle. Et il y a toujours derrière nos propos un message de bien-être et d'estime de soi, d'estime de l'autre et de respect. Alors, je pourrais vous donner des exemples. Alors, ça peut être des interventions dans des classes devant des élèves pendant 2 heures. Ce peut être aussi des stands, des ateliers. Nous avons fait dernièrement un atelier auprès de jeunes qui étaient dans des classes de réinsertion ou de la deuxième chance, en leur faisant entrer dans la peau d'un demandeur d'emploi, hein, et de façon à ce qu'ils se rendent compte à quel point les stéréotypes du genre sont extrêmement puissants, hein, quand on recherche du travail, dans la tête de l'employeur, mais aussi soi-même, hein, quand on est en recherche d'un emploi. Nous avons animé un stand dans le cadre du Centre d'information et de documentation pour la jeunesse. Nous avions 2 silhouettes, une d'homme et une de femme, et nous demandions aux jeunes de prendre une image représentant un objet de la vie quotidienne et de le placer sur une des 2 silhouettes. Et c'est vrai que l'argument n'allait pas très loin, hein, pour dire que c'était féminin ou masculin. C'était vraiment... il n'y avait pas d'argumentation, à tous les stéréotypes revenaient, et nous devions essayer de faire avancer leur réflexion. Nous faisons aussi des formations auprès de personnel, notamment parce que les établissements médico-éducatifs sont souvent les parents pauvres en matière d'intérêt sur, comme le disait une personne tout à l'heure, d'intérêt en ce qui concerne l'égalité filles-garçons et la sexualité, puisque quelque part, ce sont des personnes dans la tête des gens qui sont asexués, hein. Si on vous demande qu'est-ce que c'est que la sexualité d'un handicapé, eh bien, très souvent, c'est difficile de répondre, hein. Et c'est vrai que les éducateurs qui sont confrontés à l'encadrement de ces jeunes, eh bien, ils sont parfois déroutés par des manifestations de sexualité, et donc nous assurons des formations pour l'aider à vivre cela plus sereinement. Alors, dernière chose, nous sommes énormément sollicités, notamment pour des problèmes de violence, garçons-filles, et nous mettons de plus en plus en place un comité de pilotage dans l'établissement qui fait appel à nous, de façon à ce que ce ne soit pas simplement une intervention de 2 heures de notre part qui va faire changer la face du monde, mais que tout ce que nous pouvons apporter trouve leur prolongement dans des différentes disciplines, pas seulement en SVT bien entendu, mais de manière transversale. Donc nous suivons une équipe pendant 2 ans. Une année, nous faisons tout seuls. La 2e année, ils font avec nous. Et la 3e année, nous faisons simplement de la supervision et un retour sur expérience. Intervient auprès de tout public, quand même pas tant, auprès des publics jeunes, à l'école et dans les loisirs, mais aussi en mission locale, à la PJJ, etc. Public adulte avec une demande majoritaire des publics femmes, dans tous les lieux où les femmes se rencontrent, hein, puisqu'on est sur une intervention collective. Public adulte en formation professionnelle, plutôt lors de la formation continue. Et puis des actions tout public, par exemple les ciné-débats, etc. Je crois que c'est pas tant le public qui fait la particularité qu'à la base, alors
comme pour Madame Le Goff, il y a une demande d'un professionnel ou d'une professionnelle ou d'une équipe. Il y a une demande qu'on intervienne, donc un partenariat possible. Ce qui fait plus notre particularité, c'est d'être vraiment d'abord une association de terrain. C'est-à-dire d'être sur le terrain, de rencontrer les gens, de mettre en place des actions, de les bâtir si on peut avec eux. En tout cas, de rencontrer les gens, de leur permettre de parler ensemble. Et dans un deuxième temps, nous, en tant que planning, de nous interroger sur ce qu'on fait de la parole des personnes qu'on rencontre. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est aussi, et avant tout aussi, que le planning, c'est les questions de sexualité. C'est pas rien ce dont on parle avec les gens. On parle de sexualité, c'est-à-dire d'histoire d'hommes, de femmes, d'histoire de rencontres. Et on parle du couple, on parle de la famille, de l'éducation des enfants, de la répartition des tâches. On parle de choses qui touchent à l'espace intime, l'espace domestique, qui est, comme l'espace public, un lieu de pouvoir, c'est pas un scoop, et donc de partage de ce pouvoir. Et rencontrer les gens en portant ça, cette question du partage, ça donne des choses assez intéressantes. Enquête dans le cadre de ma recherche, j'ai l'analyse des articles et donc une enquête de terrain que j'ai décidé de faire auprès des rédacteurs. Alors, pourquoi pas auprès des lecteurs ? Déjà parce que ça avait déjà été fait par Caroline Moulin dans Féminité adolescente. Et de deux, si c'était de questionner des lecteurs ou des lectrices sur est-ce qu'un article a influencé votre perception de la sexualité, vos pratiques sexuelles, je pense que c'est, à mon avis, très difficile à démêler, comme pelote de laine. Donc, et c'est surtout comment ce deuxième moment de l'enquête, donc c'est fait après l'analyse des articles. Et moi, quand j'ai commencé ma recherche, donc évidemment, j'avais en tête quelques hypothèses, mais ma contre-hypothèse, effectivement, c'était dans ces articles, on ne parle pas que d'optimisation du plaisir. A priori, la sexualité, c'est aussi du plaisir, en tout cas pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'aperçois. Et donc, je me disais, normalement, des articles sur la sexualité, on doit nous expliquer comment optimiser ce plaisir. Et effectivement, quand on commence à analyser ces articles, et notamment donc, de la presse adolescente, alors pour précision, donc, ce magazine s'adresse à des adolescentes. Je n'ai pas trouvé l'équivalent masculin, puisque la presse adolescente pour garçons n'existe pas, sauf si elle est très spécialisée sur le sport, la musique, etc. Mais des généralistes adolescents pour garçons n'existent pas en France. Et donc, quand j'ai commencé à analyser ces articles, effectivement, il y avait des thématiques assez... Donc, la sexualité était effectivement vraiment traitée, mais quand on rentrait un petit peu dans l'analyse, on se rendait compte qu'il y avait certaines choses qui émergeaient, qui du coup me disait il faut vraiment que j'aille voir les rédacteurs pour justement si les représentations de la sexualité sont un enjeu, ça veut dire qu'ils y mettent quoi et comment on peut utiliser justement les représentations de la sexualité pour soit affermir des catégorisations dans le cadre des rapports sociaux ou au contraire les ébranler. Et pas de jeu de mots, surtout pas de jeu de mots là. Donc effectivement, alors quelles étaient les thématiques qui ressortaient notamment par rapport à ce féminin adolescent ? Alors, il y avait déjà l'idée, tout à l'heure ça a été évoqué dans la première table ronde, l'absence de désir pour les adolescentes. Alors l'absence de désir, ça veut dire quoi ? Notamment que l'objet potentiel de désir, donc dans un cadre hétérosexuel, donc les garçons, ne sont jamais représentés en fait. Clairement. Donc déjà en termes d'image, c'est toujours des jeunes femmes qui illustrent les articles, et puis on n'est pas du tout dans une projection d'un désir sur des adolescents, sur des garçons. Autre chose, c'est le plaisir conditionnel. C'est-à-dire que nos lectrices peuvent, par exemple, être encouragées, dès l'adolescence, à simuler. Donc, simuler, ça veut dire avoir des rapports sexuels potentiellement sans plaisir. Donc, il y avait des choses comme ça qui revenaient. Il y avait évidemment la question de l'initiative, donc, qui revient aux mains des garçons. Et donc, les adolescentes ne seraient qu'en réception de ces désirs, donc là, pour endiguer le désir masculin. Et les questions, effectivement, aussi de la virginité. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis allée voir donc là, pour le coup, c'est des rédactrices. Donc, ça a été difficile de les contacter, de les trouver, de les convaincre. Et donc, le but, c'est ça, c'est de voir comment on écrit sur la sexualité. Qu'est-ce qu'on y met ? Est-ce qu'on est spécialiste de la sexualité ? Alors, être spécialiste de la sexualité, c'est quoi ? Est-ce que c'est être sexologue ?
être travailleuse du sexe? Est-ce que c'est être psychologue? Et on se rend compte effectivement que selon les catégories de rédacteurs, donc ce que j'appelle en position hégémonique ou au contraire en position subordonnée, on se rend compte que du coup la pratique journalistique n'est pas la même, avec des enjeux différents. Et notamment en position donc subordonnée dans le sens être une femme, être une rédactrice femme qui s'adresse à un public donc féminin adolescent, donc avec la volonté quelque part à la fois de moraliser et en même temps de protéger et d'encadrer. J'ai perdu le fil. Mince. Sur la position des... Voilà. Donc, oui. Attendez. Non, sur la position hiérarchique dans laquelle la rédactrice... Voilà. Donc, l'idée, effectivement, que du coup... elles font pas appel à des pratiques, enfin elles mettent pas en avance des compétences professionnelles. On est beaucoup dans l'individualisation, la psychologisation. Ce public, il faut le prendre dans ses bras, alors que si je m'adressais à un garçon, je serais beaucoup plus dans des chiffres, dans des données brutes. Et voilà, l'idée générale, c'est ça, c'est que les rédacteurs masculins que j'ai rencontrés qui travaillent pour la presse masculine, le leitmotiv de l'écriture d'un article sur la sexualité, l'enjeu est beaucoup plus sécurisant, c'est le plaisir. Clairement, pour un public masculin, on est là pour le plaisir. On parle de sexualité dans le cadre du plaisir. Et au contraire, les rédactrices femmes que j'ai rencontrées qui ont travaillé donc pour des féminins adolescents ou des féminins adultes, l'enjeu a quand même beaucoup plus de portée, c'est la liberté. Donc la liberté de choisir son partenaire, de dire oui ou non, alors de simuler oui ou non, a priori. Donc voilà, on se rend compte que les enjeux sont vraiment différents et que du coup, effectivement, est-ce que les représentations de la sexualité ne sont pas des outils ou des instruments pour ébranler des catégorisations ou au contraire les affaires à la fois la presse masculine et la presse féminine, parce que j'ai travaillé pour New Look, lui, Penthouse, Playboy d'un côté, Union aussi. On peut considérer que Union est principalement lue par des hommes. Et puis de l'autre côté, Marie-Claire, Mutine, Biba, Elle, Cosmo, enfin encore une dizaine. Et très clairement, le traitement est extrêmement différent. C'est-à-dire que dans la presse masculine, on me donnait carte blanche. C'est-à-dire que je pouvais faire des enquêtes de terrain. Alors que dans la presse féminine, étrangement, on me demandait de toujours faire en sorte que ça respecte une charte idéologique. Donc, toujours présenter la femme comme quelqu'un qui maîtrise ce qui est en train de se passer. Donc, par exemple, la presse féminine a commencé à accepter les articles sur le sadomasochisme que très tardivement par rapport à la presse masculine, parce que ça posait problème par rapport à l'image correcte de la femme. Il fallait donc jamais mettre en scène de femmes soumises. Toujours femme dominatrice, et encore c'est venu vraiment sur le tard par rapport à la presse masculine. Donc par exemple Marie-Claire, un exemple concret, m'a demandé de travailler sur ce thème, sur le Japon, en me donnant des instructions. Donc toujours Agnès, n'oublie pas, il faut montrer que ces femmes, elles font ça de leur plein gré. C'est un choix de vie qui ne correspond pas à des... Elle ne voulait pas que je dise que c'était pour l'argent, donc. Ce qui est quand même embêtant pour moi en tant que journaliste. Alors j'étais un peu mal à l'aise par rapport à cette commande. Et puis fait en sorte que ça soit très positif, que ça donne la pêche, etc. Voilà. Alors très bien. Et puis, ah oui, surtout, injonction vraiment numéro 1, fait en sorte qu'elle soit jeune et jolie. Très bien. Alors, donc j'allais au Japon, je faisais le même article, mais écrit de manière totalement différente pour la presse féminine et la presse masculine. Et c'était des articles qui n'avaient rien à voir, à mon grand désespoir. Je trouvais ça un peu embêtant, enfin, je devenais schizophrène. Et c'est comme ça que, progressivement, j'ai fini par arrêter à la fois de travailler pour la presse féminine et la presse masculine, et puis pour me mettre au milieu, d'une certaine manière, en optant pour Libération. Et puis aussi parce qu'à Libération, ils me donnent totalement carte blanche, donc c'est merveilleux, je ne suis pas payée, mais je fais exactement ce que je veux. Donc, alors, à Libération, le public...
C'est le public de Libé que je ne connais pas très bien, et plus le public qui peut arriver sur mes articles par Internet quand il y a des alertes Google ou quand mes articles sont mis en avant par des blogs ou des sites, etc., qui conduisent vers moi. Donc, en fait, je ne connais pas très bien mon lectorat. Je sais juste, par les commentaires, que ça va des gens extrêmement conservateurs, je dirais, qui défendent des positions du style les femmes ont moins de libido naturellement, génétiquement, et c'est ça qui fait qu'elles sont supérieures à l'homme, et vous devriez être contente, mademoiselle, vous qui êtes féministe, félicitez-vous, les femmes ont moins de libido, donc elles ont le pouvoir dans ce monde cruel pour les hommes. Très bien. Et ça peut être des femmes qui disent ça. Donc récemment, là, je me suis un peu emportée sur Catherine Hakim, qui est sociologue et qui vient de sortir un livre sur ce thème. Et puis ça va jusqu'à des femmes ou des hommes beaucoup plus, disons, subtils, qui admettent la possibilité pour les hommes comme pour les femmes, d'avoir différentes facettes et d'évoluer dans la vie, etc. Alors, toujours est-il que grâce à ce panel assez large, je me sens d'une certaine manière assez libre de dire ce que je veux, quoique je n'ai rien à dire. Moi, personnellement, ce sont plus des interrogations. Donc, je réagis plus par réaction à l'actualité, mais toujours en gardant en esprit une seule, en fait, et unique question, c'est à quoi ça sert la sexualité ? Mais pourquoi est-ce que ça nous obsède autant ? Pourquoi est-ce que ça nous occupe ? Pourquoi est-ce que ça même détermine d'une certaine manière nos destins ? On fait souvent des choix de vie en fonction de nos sexualités, alors que finalement on a si peu de temps à y consacrer. Et voilà, le travail est quand même assez chronophage. Enfin, donc on a moins de place pour la sexualité que ce qu'on voudrait. Et pourtant, elle est là en permanence. C'est ça le paradoxe étonnant. Qu'est-ce qui se cache derrière la sexualité ? Et au profit de quoi est-ce qu'on est à ce point pris par elle, occupé, obsédé, voire par ça. Et petit à petit, j'en suis venue à me demander si l'identité humaine n'était pas en jeu. C'est un peu comme les rêves. Les rêves ne sont pas nécessaires. Et pourtant, quand on empêche les gens de rêver, ils deviennent fous. Pourquoi ? Et je pense que la sexualité, d'une certaine manière, c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que dans la sexualité, on arrive à résoudre des problèmes, à affronter ces démons et à grandir, à évoluer et à se réparer surtout. Un peu comme le rêve qui permet la nuit de refaire les chemins, les connexions dans le cerveau qui permettent de se reconstituer dans son identité, dans ce qu'on est. J'ai l'impression que la sexualité est ce qui nous permet de reprendre des forces et de nous détoxifier littéralement de la réalité, du contact avec les autres et d'être de nouveau nous-mêmes, mais à deux, ce qui est intéressant comme processus. Voilà. Donc, en fait, sur Libération, ce que j'essaye de faire, c'est de poser des questions sur à quoi ça sert. Et puis au-delà, bien sûr, les questions éternelles. Qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme ? Qu'est-ce qu'un hétéro, qu'est-ce qu'un homo ? À quoi servent de mettre en place des typologies ? À quoi servent de cloisonner les sexualités ? Et puis aussi, qu'est-ce qui fait que malgré tout, il y ait des sexualités différentes ? J'ai l'impression qu'on a affaire à des formes de fatalité. Ce ne sont pas des choix, contrairement à ce que la presse féminine voudrait nous faire croire. La presse féminine qui, d'une certaine manière, pour moi, remplit le même rôle que l'Église catholique ou le monothéisme en général, à savoir édulcorer la sexualité. J'ai l'impression que cette presse est en grande partie responsable du quiproquo qui existe encore à l'heure actuelle dans la société occidentale. C'est-à-dire qu'on veut priver la sexualité de ce qu'elle a de profondément à la fois stratégique dans nos vies et de violent, d'important. On veut priver la sexualité de tout enjeu, en fait. On en fait un produit à consommer. On voudrait nous faire croire que les pratiques sexuelles relèvent d'un choix. C'est pour ça que, par exemple, dans Marie-Claire, la dernière fois que j'ai travaillé pour eux, c'était un peu comme
pied de nez. Merci. J'ai parlé de ESM en faisant un titre dont je pensais qu'elle relèverait l'ironie, c'était le ESM sans douleur. Elles ont trouvé ça génial. Elles ont trouvé ça génial, et c'est là que décidément j'ai compris que pour elles, l'ESM, c'était à ce point incompréhensible qu'elles pensaient que ça ne servait qu'à pimenter la vie de couple. C'est-à-dire qu'il leur paraissait inconcevable qu'on puisse, alors non pas naître, parce que je ne pense pas que l'ESM soit génétique, pas plus que l'homosexualité, etc. Mais il semblerait que malgré tout, une fois qu'on soit dans cette sexualité, il soit presque impossible, tout à fait impossible d'en sortir. Donc, d'une certaine manière, on subit notre sexualité. Et après, il ne nous reste plus qu'à essayer de nous en sortir. Bien, alors, nous allons passer à notre dernière question, qui est de citer un exemple concret d'information ou d'éducation à la sexualité dans laquelle l'égalité ait été prise en compte, et les obstacles qu'on peut rencontrer dans cette démarche. Parler du programme Contraception, Sexualité, Vulnérabilité, CSV, tout un programme d'action animé par le planning familial sur le territoire métropole à partir de 2003 et Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion à partir de 2006. Ça court toujours, donc en partenariat avec la Direction générale de la santé. La thématique contraception, j'ai été attendue tout à l'heure, la contraception, c'est peut-être très problématique quand on veut parler d'éducation à la sexualité et à l'égalité. Dans tous les cas, pour nous, planning, c'est 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. C'est-à-dire comment on va travailler avec les personnes, concrètement sur le terrain, sur cette question du droit à la contraception, avec ce qu'il implique en amont, le consentement, le droit de choisir son conjoint, son partenaire, l'interdiction de marier les fillettes prépubères, etc., le droit à disposer de son corps comme autant de leviers pour un changement. Donc l'objectif de ce programme, c'est favoriser l'accès à la contraception pour un public ciblé dit vulnérable. Et comme on est sur ce programme sur une action très opérationnelle, on a ciblé dans un premier temps un public femme. Il serait intéressant de travailler un projet qui implique les hommes aussi, pour discuter, travailler sur leur place dans la contraception avec les intéressés, donc, mais ça, ce serait une autre histoire. Donc, ce programme CSV, il y a des actions en public direct. Moi, dans les illustrations, je parlerai de celle-ci, elle me semble intéressante. Des actions en public direct, sous forme de groupes de parole, localement, dans les quartiers, à la campagne, et puis des actions de sensibilisation des professionnels, où on travaille avec les professionnels sur comment regarder ces questions-là de la contraception, de l'avortement, avec les lunettes du genre. Donc les objectifs opérationnels, c'est un meilleur accès à l'information sur la contraception et l'avortement, un meilleur accès aux dispositifs. Très concrètement, c'est est-ce que les personnes savent, par exemple, j'ai essayé de prendre des exemples où dans les groupes les personnes ne savaient pas, forcément vous vous doutez, est-ce que les personnes savent qu'on peut obtenir en France une pause de stérilet même quand on est nullipare, qu'on peut accéder à l'avortement même sans en informer son compagnon? Ça, c'est des questions quand même qui sont importantes par rapport à la question de l'égalité, qu'on peut avoir un suivi contraceptif gratuit, un accès gratuit aux préservatifs ou à moindre coût. Nous, par exemple, localement, Maine-et-Loire, on a une municipalité qui met à disposition les préservatifs féminins à 1 euro. Si personne ne le sait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et si personne ne s'interroge sur comment je fais pour rentrer dans les toilettes femmes de la bibliothèque principale de la commune et aller au distributeur de préservatifs féminins, si on ne travaille pas jusque-là, les préservatifs ne seront pas délivrés. Donc, deuxième objectif, c'est le repérage et, si possible, la levée des obstacles à une meilleure santé sexuelle, pour utiliser le jargon. C'est pareil, une femme peut refuser en France l'examen de la vulve et du vagin sans qu'on lui refuse la prescription de pilules. C'est intéressant de le savoir. C'est intéressant aussi de travailler avec les femmes concrètement sur notre position face à un médecin. Comment on fait en vrai, dans la vraie vie. Et puis, le troisième objectif, c'est une réflexion partagée avec les personnes sur nos places d'hommes et de femmes dans la société, sur le statut de la maternité, etc., etc. Donc, sur les rôles traditionnels qu'on est censé jouer, hommes et femmes.
Donc là, je renvoie aux discussions dans les groupes sur cet étonnant partage naturel des responsabilités. C'est l'homme qui s'occupe du préservatif et nous, on a la pilule. Les discussions sur le fait qu'une femme qui démarre sa vie sexuelle quand elle est hétérosexuelle démarre une longue carrière de patiente. En même temps, sur les enjeux, très concrètement, d'une décision d'avortement, par exemple, qui prend la décision, comment ça se prend, comment ça se discute ou pas, sur la place de chacun dans l'éducation des enfants, hommes et femmes. Donc voilà, ce qui est intéressant dans ce type d'action, dans tous les cas, donc c'est pour l'action de terrain qu'on réunit des femmes en groupe de parole. Et le fait de réunir ces femmes et de parler ensemble de questions qui, dans un premier temps, leur apparaissent comme des questions qui relèvent vraiment de l'intime et des relations interpersonnelles. Et en gros, pourquoi on en parlerait là ensemble, en plus, on est quand même dans des groupes de 15-20 personnes. Comment finalement ça amène, à leur surprise, la plupart du temps, à parler des discours, des représentations, du droit, tout bêtement, donc de comment on vit ensemble. Ceci, si en tant qu'animatrice, nous on porte cet objectif-là de permettre un questionnement. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait du sexisme, des propos sexistes dans les groupes de femmes. Donc moi, j'avais repris, bon, j'en ai 1001, mais cet exemple, c'était au tout début, les premiers groupes. Une dame du groupe qui dit « Ah, Isabelle, tu peux pas comprendre, tu ne connais pas l'homme musulman. » Et avant que j'ai connecté 2 neurones pour me dire comment je reprends ça, il y en a une autre qui dit « Oh, si seulement il y avait que l'homme musulman qui, je sais plus ce que c'était. » Donc voilà. Donc bien évidemment, nous, là, dans ce moment-là, une fois qu'elles ont bien ri, on doit reprendre. On est là sur une action où on va travailler avec elles comment on peut comprendre un système qui est construit, qui est alimenté, qui est porté par les femmes comme par les hommes. On n'est pas là pour mettre en cause les méchants hommes qui dominent ces pauvres femmes et comme ils sont méchants et comme elles sont à plaindre. Donc voilà, donc il y a toute une action à faire, tout un travail à faire qui n'est pas si simple. Avec le public adulte, si j'ai encore une minute. Oui. C'est vrai que moi, ce qui me semble difficile dans cette action concrètement, c'est que le questionnement collectif d'un groupe, il va venir bousculer des personnes individuellement. Nous, on rencontre les groupes 5 fois, 6 fois, 7 fois, ce serait même 10 fois, ça ne changerait rien. Après, chacune repart de façon très atomisée dans sa vie. Et que ce questionnement collectif du groupe, il ne soit pas vécu de façon trop douloureuse, individuellement. C'est vrai que c'est intéressant de s'interroger ensemble sur comment ça se construit. Le sexisme, ou pour des choses qui reviennent dans tous les groupes, le fonctionnement très sexué et inégalitaire de la famille, par exemple, s'interroger ensemble sur comment ça se construit, comment ça évolue, comment ça se fabrique, qu'est-ce que ça génère, ça peut permettre collectivement d'ouvrir des possibilités d'action. Individuellement, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que, par exemple, dans un groupe, on avait une dame qui avait fait le choix il y en a plusieurs, mais je me rappelle de cette dame qui avait fait le choix de ne pas travailler pour élever ses enfants et qui a été un moment en difficulté dans le groupe quand, dans la discussion de groupe, a émergé que peut-être chacune, puisqu'on n'était que des femmes, chacune, on a appris à désirer ce qu'on va nous imposer. Donc ça l'avait mise en difficulté à désirer ce qui nous attend. Dans notre groupe, on parlait de notre responsabilité par rapport à la protection, par exemple, très concrètement, avec le groupe de femmes, donc y compris notre aisance avec l'outil préservatif, la possibilité qu'on se reconnaît et qu'on nous reconnaît en tant que femmes d'en avoir sur nous, notre capacité à négocier avec là ou le partenaire. Et à ce moment-là, dans le groupe, il y avait une jeune femme qui a dit ne pas être dans une situation où elle pouvait refuser un rapport sexuel. Et je ne parle pas de violence pénalisable. Donc la protection. Et ça avait vraiment pour chacune d'entre nous été difficile dans la suite de la discussion. Et puis toujours, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement sur notre capacité réelle individuelle à changer la donne. Dans un groupe, on avait tout un groupe de femmes qui étaient vraiment enflammées. Feu de paille, je pense, enflammé sur vraiment ces hommes qui n'en rament pas une à la maison, il va falloir que ça change dans d'une pipe. Et puis à ce moment-là, dans le groupe, il y a une dame qui a dit qu'elle n'était pas bien, là, dans ce qui se disait là, et nous, on est là pour le soutenir aussi, qu'elle n'était pas bien parce qu'elle faisait tout à la maison. C'est vrai qu'il faisait rien et qu'elle portait tout, mais il la tape pas. Et que ça, pour elle, c'était l'essentiel. Donc, vous voyez, on est sur des sujets quand même qui sont chauds, qui sont, quand on est sur le terrain en face à face avec les gens, qui peuvent vraiment bousculer les personnes. Et ça n'aurait
aucun intérêt si, dans notre travail, on n'amenait pas une possibilité, même modeste, directement ou pas, de changer un peu les choses. Dans le dernier exemple, par exemple, on avait discuté avec tout le groupe sur l'éducation des enfants. On était parti à parler de ça parce que c'est ça qui venait pour cette dame. Et pour tes enfants, filles et garçons, comment ça va se passer ? Et comment les enfants s'éduquent finalement ? Est-ce que les enfants, c'est que la mère, etc., etc. Enfin, on avait ouvert sur autre chose. Donc, on est sur des actions concrètes qui ne sont pas si simples. Je voudrais dire que quand il s'est agi de parler du genre, j'ai considéré que c'était quand même une fenêtre ouverte sur une autre vision du masculin et du féminin. On pourrait dire un masculin sensible et un féminin plus libre. Mais on part de loin quand même, dans la mesure où quand nous allons dans des collèges, je parlerai plus particulièrement des collèges parce que c'est là que la violence garçon-fille est la plus forte. Elle commence d'ailleurs en primaire. Et nous constatons que les garçons, les filles étant pubères plus jeunes que les garçons, elles sont déjà dans une attitude de retrait par rapport aux garçons. Mais les garçons, eux, ils subissent une initiation de la part de leurs aînés, ce qui fait qu'ils continuent à se comporter avec les filles comme si c'était un jeu. Et bien sûr, ça dégénère en agression. Alors, nous avons dans les interventions où nous travaillons sur la dimension affective et sexuelle, pour les classes de 4e et 3e en particulier, il nous est très difficile de prendre un groupe classe entier, c'est-à-dire les garçons et les filles ensemble. Parce que sinon, nous avons des filles qui se taisent, parce qu'une fille qui oserait dire qu'elle s'intéresse à la sexualité, eh bien, elle serait tout de suite qualifiée de salope ou de pute. Donc les filles se taisent, et les garçons, eh bien, ils sont dans l'attitude machiste attendue, c'est-à-dire qu'ils prennent la parole à tort et à travers, ils rabaissent la femme, ils parlent de la fille comme d'un objet sexuel. Donc nous avons décidé à Estime de donner un temps de parole à chacun des groupes. D'un côté les filles, l'une de nous sommes à 2, l'un de nous prend le groupe des filles, l'autre personne prend le groupe des garçons, et nous avons quand même des jeunes qui sont beaucoup plus libres pour parler, y compris les garçons. Quand nous prenons les garçons tout seuls, eh bien nous avons des jeunes qui s'expriment avec une certaine pudeur, ils ont envie de savoir, et personne, parce que justement là c'est une véritable inégalité entre les garçons et les filles, c'est que la fille, quand elle devient pubère, eh bien elle a comme interlocuteur la maman ou la sœur aînée ou une amie, mais le garçon, lui, il n'a jamais personne ne pense à lui dire ce qui se passe dans les transformations corporelles qu'il vit, les émois qu'il ressent, personne ne va lui en parler. Et dans ce groupe où on a les garçons d'un côté et les filles de l'autre, eh bien, les garçons, ils peuvent nous parler de l'érection qui jaillit, qui se manifeste à un moment où il la voudrait plus discrète, notamment à la piscine, quand on sort de l'eau avec le sexe en érection. Eh bien, les garçons, ils disent, ouais, on met la main sur notre sexe, ils sont très gênés, parce qu'ils ne savent pas comment faire de cette érection qui a surgi au hasard. Donc, leur expliquer comment fonctionne leur corps, qui ne sont pas comme les filles, effectivement, qu'il va falloir qu'ils apprennent à apprivoiser cette sexualité. Eh bien, je crois que ça les rassure beaucoup. Parce que les filles disent fréquemment que les garçons ne pensent qu'à ça. Peut-être qu'ils ne pensent qu'à ça. Mais ils sont aussi dans un âge où ils ont à maîtriser un corps qu'ils connaissent mal. Je crois que... Oui, je voulais aussi terminer, j'ai la bouche sèche. Je voulais terminer sur le fait que les garçons n'ont pas de représentation masculine, donc ils sont obligés d'aller chercher des images de l'homme, merci, dans la presse, sur Internet, dans des films érotiques, des films porno. Et
c'est ainsi qu'ils se manifestent devant... Excusez-moi, j'ai la bouche très sèche. Et c'est vrai qu'ils se construisent dans la tête des représentations du garçon tels qu'ils doivent être. Et pris dans le groupe des garçons, quel est le garçon qui oserait être différent et ne pas être comme le macho? Donc toutes ces sensibilités masculines qui existent, c'est certain, eh bien, elle doit se cacher elle aussi. Donc je pense qu'on n'arrivera pas à une égalité fille-garçon en rabaissant l'homme, mais aussi en travaillant sur les représentations que le garçon et la fille ont de la masculinité. Chaque fois que je traite ce genre de sujet dans mes articles, j'ai des retours assassins par centaines. Ce qui me fait saisir l'ampleur de la tâche et ce qui m'inquiète un peu en fait. C'est vraiment très ennuyeux parce que tout le monde accuse effectivement la presse de participer à une sorte de diktat du plaisir. Donc, bon, moi en tant que journaliste, évidemment, alors j'essaye de contrecarrer un peu cette image négative en disant mais non, mais j'essaye de parler de la sexualité d'une manière drôle, encourageante, stimulante, etc. Et en fait, inévitablement, je m'aperçois que je m'adresse à des... Enfin, c'est un public de sourds. C'est très étrange. On dirait que, bien que je sois une femme, le discours n'est pas entendu. Les gens reviennent dans des ornières. Et les médias, je pense, ne sont pas forcément responsables de ça. Alors, un exemple, je parle de l'éducation. Les jouets. Arrêtez d'acheter systématiquement ce que vous aimeriez avoir eu en tant que petite fille ou petit garçon. Laissez l'enfant choisir, etc. Donc là, c'est un des articles qui m'a valu le plus d'insultes. Et les commentaires viennent autant de femmes que d'hommes. Alors, que faire? En tant que journaliste, c'est vraiment une question. J'ai l'impression qu'on aura beau traiter ce sujet dans la presse, les mentalités n'évolueront pas forcément, d'autant que certaines études suggèrent que la presse n'a aucun effet sur les mentalités. J'ai lu quelque part qu'on avait fait lire des articles émanant de journalistes d'extrême droite à des gens, mais dans un packaging qui faisait penser à un magazine de gauche. Et puis on avait inversé, on avait fait lire des articles vraiment de gauche dans un packaging d'extrême droite. Donc on avait dû inverser les titres, copier-coller, etc. Et on avait demandé aux lecteurs, alors qu'est-ce que vous avez compris? Et eux, ils n'avaient rien compris aux articles. En fait, il semblerait que les gens achètent de la presse d'extrême droite parce que ça leur correspond, mais le contenu des articles ne les influence pas. Et de même que pour la presse de gauche. Donc c'est une question intéressante. Il ne faut pas non plus accorder trop de pouvoir à la presse. C'est un organe parmi d'autres qui concourt aux représentations de la sexualité. La presse n'est pas là pour innover, ni pour révolutionner quoi que ce soit. Elle est avant tout là pour puiser dans la réalité sociale certains modèles, les entériner, devancer ou imaginer ce que son lectorat attend, parce qu'elle est avant tout là pour vendre. Il y a aussi un modèle économique qui est derrière. Un titre de presse existe de par les annonceurs et les lecteurs. Donc il y a aussi ça à prendre en compte par rapport au poids de la presse. Justement, donc par rapport, la question c'était à quel moment dans un discours de presse l'égalité peut avoir été pris en compte. Je veux revenir à deux choses. Donc déjà préciser en fait comment j'ai constitué mon corpus de magazines. En fait, pour chaque magazine retenu selon la catégorie du lectorat, à chaque fois, c'est des magazines mensuels et c'est le magazine le plus vendu de sa catégorie. Et après, donc, je remonte jusqu'à la création pour analyser les articles. Et par exemple, pour le magazine féminin adulte que j'ai retenu, donc j'ai pu remonter très très loin parce que c'est un magazine historique. Et on voit, je vous dis ça dans le sens que effectivement le discours sur la sexualité peut changer et peut notamment changer selon l'agenda politique. Et notamment dans les années 70, on se rend compte que les représentations de la sexualité, notamment à destination d'un lectorat féminin,
ne sont pas les représentations qu'on a actuellement. Il y avait vraiment un discours qui était extrêmement politisé, qui parfois adhérait même à un certain féminisme matérialiste, ce qui est plutôt rare quand même, avec par exemple vraiment un vocabulaire. On parlait de patriarcat, de ce genre de choses, et que j'avais rencontré une rédactrice qui écrivait à l'époque dans ce magazine, et elle m'expliquait que le backlash libéral des années 80 s'explique notamment par les annonceurs qui leur ont dit bon bah comment on peut vendre nos crèmes là à vos nanas là si vous n'arrêtez pas de leur dire d'arrêter de s'épiler et compagnie quoi. Enfin je schématise mais l'idée est un peu là, c'est-à-dire comment être un féminin féministe. Alors comment être un féminin féministe ? Eh ben ils ont trouvé l'alibi, c'est la complémentarité. Du coup on peut sauver le couple. Voilà, l'alibi, la complémentarité entre hommes et femmes, comme ça on sauve le couple, et quand on sauve le couple, et notamment un modèle conjugal extrêmement traditionnel, quelque part on sauve le patriarcat. Mais voilà. Donc pour revenir maintenant à la presse adolescente, parce qu'on est là aujourd'hui pour ça, effectivement il y a eu un moment dans l'histoire du magazine sur lequel je travaille où on se rend compte que l'égalité est abordée d'une façon différente, et c'est au moment de la prévention contre le sida. En fait, le magazine sur lequel je travaille est créé en 87, et dès 88, on parle de prévention à destination des lectrices, donc adolescentes. Alors, et ce discours va évoluer. Au début, en fait, on en parle. Alors déjà, le but, c'est d'expliquer ce que c'est le sida à un public adolescent, quels sont les modes de contamination, etc. Et jusqu'au début des années 90, donc de 88 à 91-92, on en parle, mais on est vraiment dans l'idée, alors je vous rejoins là, dans l'idée que c'est pas une affaire de femmes, le préservatif. Et c'est vraiment en 93, donc le premier sidathon en France c'est 94, donc en 93 où là on a vraiment un pic de mobilisation en France, où là le discours change, le discours donc des rédacteurs de ce magazine adolescent, où là on encourage clairement les lectrices à le proposer, on leur montre, donc là on a carrément des schémas, c'est comment on met un préservatif. Alors mettre un préservatif sur un sexe en érection ou le proposer, en avoir sur soi, quelque part, c'est aussi justement exprimer un désir, dire à quel moment la pénétration va avoir lieu, ne pas être seulement en réception de cette pénétration. C'est quelque part aussi prendre en main sa sexualité, dire voilà, je ne suis pas que en réception, je ne compte pas, je n'assure pas seulement ma contraception, j'assure aussi ma protection. Et malheureusement, en fait, ce discours, avec la chute de mobilisation, va aussi malheureusement disparaître. Et ça, assez rapidement, à la fin des années 90, quand effectivement la mobilisation se dessert. Et pour vous donner un exemple, en 2002, je vous donne une citation, donc il y avait un article, je vous donne les intitulés. L'article, c'était « Les questions sexo à se poser avant de céder à Jules ». Alors, vous voyez, on est toujours dans la disponibilité. La question de quand est-ce que je cède, c'est... voilà. Alors d'ailleurs, moi, j'étais adolescente, je lisais ce magazine quand j'étais adolescente. Et c'est vrai qu'il y avait toujours cette question, quand est-ce qu'il faut dire oui ou pas. Et moi, en fait, c'est moi qui avais proposé, j'attendais plutôt qu'on me dise oui. C'est vraiment quelque chose qui m'avait perturbée. J'avais toujours l'impression qu'il y avait un garçon un jour qui allait me demander. Voilà. Et donc la question, parmi les questions à se poser, la rédactrice dit « A-t-il des préservatifs sur lui ?» Et sa réponse, « Pourquoi faut-il cela poser ? Parce qu'il n'est pas question de réaliser au moment où il ôte son caleçon que vous n'avez rien prévu ni l'un ni l'autre. » Alors, on a plusieurs lignes sur la confiance accordée au partenaire, sur son nombre de conquêtes, etc. Mais à aucun moment, la rédactrice ne formule un conseil du type « à vous d'en acheter, de le proposer, de le mettre ». C'est-à-dire l'idée que c'est aussi aux jeunes filles d'y penser, de savoir le mettre, etc., est complètement passée aux oubliettes. Et j'ai interrogé des rédactrices notamment là-dessus, et elles me disent de toute façon, voilà, le sida maintenant, ça fait chier d'en parler. C'est pas la peine d'en parler. De toute façon, il n'y a plus de figures emblématiques touchées actuellement. Donc, on n'en parle plus. On considère que c'est passé dans les mœurs. Et c'est comme ça. Donc, je voulais savoir, pour le planning familial, comme vous faites partie de la Fédération internationale du planning familial, est-ce qu'il y avait des actions qui étaient un petit peu pensées de manière internationale, transnationale ? Est-ce que vous avez de la communication pour comparer un petit peu les initiatives
Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait de là-dessus? Lucas Barus. Je m'adresserai plutôt donc à Patricia et à Agnès. Est-ce que vous êtes intéressés à ce qui se fait à l'étranger en matière de présentation de la différence des sexes autour de la question de la sexualité? Est-ce qu'il y a des initiatives qui pourraient être importées? Donc on a vu que le cas américain, c'est pas vraiment ça. Mais est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues? En fait, je me posais la question, est-ce qu'il existe des représentations nationales des sexes, finalement, et des genres? Est-ce qu'il y a des choses qui sont très, très marquées dans chaque culture? Alors, c'est probablement le cas au Japon, mais à l'intérieur même de l'Europe, si on avait eu, je pense, des intervenants suédois ou suédoises, on aurait eu certainement des choses très différentes. Je trouve que, même si ça a été tout à fait abordé à la fin, on ne peut absolument pas traiter de sexualité, que ce soit pour l'éducation ou autre chose, sans traiter du formidable enjeu économique. Parce qu'enfin, justement, ça alimente sous tous les aspects, pas seulement la prostitution, mais notamment aussi la prostitution, la pornographie et la totalité. Et pratiquement, ça irrigue pratiquement tout ce toutes les représentations, les jouets, tout ça. Et derrière tout ça, il y a des enjeux formidables économiques. Alors, c'est peut-être très bien de dire on va peut-être éduquer autrement, mais les marchands, ils n'éduquent pas autrement. Ils proposent toujours les mêmes choses. Mais surtout, je voudrais préciser quelque chose qui m'avait frappé. Quand il y a ce qu'on a appelé l'affaire DSK, ce qui m'a frappé, c'est l'extraordinaire concert, mais véritablement féroce pour exciper de ce qu'on appelle le privé. Alors, à cet endroit-là, il fallait vraiment en arriver à avoir un comportement pénal, tombant sous un coup pénal. En revanche, qu'on puisse mettre en cause l'espèce de territoire de prédation qui s'étend à toutes les activités continuellement. Eh bien ça, c'était pas possible. C'est-à-dire que la presse et les personnes qui disaient toujours, oui, on ne pouvait pas parce que c'est le privé. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire de défendre? Alors, le harcèlement était possible tant qu'on n'était pas dans quelque chose de pénal. Et ça devenait très ténu et bien difficile à apprécier. Mais on était jeté dans un marché dit de la séduction en permanence. Comment pouvait-on, par exemple, avoir un contrat de travail qui débouchait sur du massage plantaire? Enfin, franchement, là, vous voyez ce que je veux dire. Mais au lieu de se poser clairement la question comme ça, pareil pour l'affaire DSK, il y a une chose qui aurait dû être traitée à fond dans la presse, c'était l'histoire au FMI de la relation dans le cadre du travail qui a débordé et qui est allé... Ben ça, on ne pouvait même pas le poser. Est-ce que le privé, c'est la mise à l'encan des femmes dans toutes les activités et donc elles sont sollicitables? Est-ce qu'il y a des lieux où on doit suspendre cette sollicitation? Et moi, j'estime que ça, les syndicats ne l'ont pas fait. En effet, le contrat de travail doit être un lieu de suspension de la sollicitation. J'étais donc sur les bancs de mon lycée dans les années 70 et effectivement, je n'ai jamais entendu une réflexion sexiste à mon époque. J'entends avec horreur tout le temps et tous les jours et en permanence qu'il y a violence entre les filles et les garçons et effectivement que ce sont quand même les filles qui se font violenter en permanence verbalement et autrement. Je me pose la question de la régression. Pourquoi existe-t-elle? Et est-ce qu'on pourrait se pencher sur ce problème? Est-ce que des gens pourraient faire une thèse là-dessus et en parler? Parce que je pense que c'est extrêmement grave. Et je pense que, franchement, je suis allée à l'étranger, dans les pays anglophones, pendant plusieurs années. Et quand je suis revenue, j'ai eu honte de mon pays. Et là, j'ai vraiment honte d'être française, parce que la moitié des êtres humains sont traités comme des sous-êtres humains. La pornographie. La pornographie, je pense que ça, c'est vraiment la grande responsable de ce qui se passe en général, car tous les enfants de 10 à 12 ans peuvent avoir accès à la pornographie en un clic, et il paraît que 60% des clics se font vers la pornographie. On sait l'image de la femme dans la pornographie.
Hein, c'est un objet consommable et détestable à souhait, mais délectable aussi, comme on a dit tout à l'heure. Réponse courte, hein. On a quelques programmes à l'international, surtout en Afrique. Maintenant, le lien avec l'IPPF aujourd'hui, il est assez ténu dans la mesure où on gère aussi nos propres difficultés. Alors, quelle que soit l'intervention qu'il y a eu tout à l'heure par rapport aux subventions sur le planning familial, on est dans une réalité où dans les années 80 de mémoire, on était 110 associations locales, quelque chose comme ça. On est aujourd'hui 60, 70 peut-être, avec beaucoup de lieux qui sont en train de mourir, faute de financement. C'est-à-dire qu'effectivement, notre mouvement historiquement explique qu'on est beaucoup de femmes partie prenante du mouvement et qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que le temps bénévole disponible est très petit, que travailler sur des projets comme ça demande énormément de temps. C'est très très chronophage quand on essaye d'avoir des actions un peu ambitieuses. Voilà, aujourd'hui, on va être en difficulté par rapport à ça. On fait partie des lieux. Alors, peut-être que je ne suis pas représentative. Hein, je suis sur un territoire où on ne gère pas, nous, planning Maine-et-Loire de centre de planification. Hein, donc, et l'IPPF, c'est surtout sur la planification familiale. Nos liens sont surtout sur la planification familiale. Tous les projets égalité, etc., c'est plus des projets qui ont lieu sur les centres d'info, hein, comme celui dont je fais partie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous renvoie à du bénévolat et de la gratuité. Hein, on devrait faire plein de choses tout à fait gratuitement, parce qu'il n'y a plus de sous pour ça. On nous dit sans complexe au niveau des financeurs qu'on est un lieu non nécessaire. Hein, on fait partie des lieux intermédiaires, au fond. Qu'est-ce qu'il y a besoin? L'école s'occupe d'elle-même. Les personnes handicapées, il y a les maisons du handicap. Les personnes lambda, comme celles que moi je rencontre sur, par exemple, le programme CSV, il n'y a pas vraiment besoin de s'asseoir et de parler ensemble. Le problème économique, comme le soulevait Anne, est fondamental. Et là, ce qu'on entend, c'est que d'un côté, il y a quand même des annonceurs, des gens qui ont énormément intérêt à vendre de la sexualité. Et pour que ça marche, il faut un peu enfoncer les portes ouvertes. Donc, on ne va pas vouloir changer les normes. Et puis, à côté, il y a des gens qui travaillent énormément dans le bénévolat, puisque les articles, effectivement, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas payé. C'est vrai que les associations, on sait bien qu'elles fonctionnent beaucoup sur le bénévolat et que même les salariés font des heures incroyables pour des petits salaires. Donc on a un rapport de force qui est difficile à tenir aussi. Au Japon, c'est très intéressant. Moi, je ne suis pas contre l'industrie autour du sexe parce que ça permet de produire des choses qui sont intéressantes pour l'éducation. Alors notamment des mangas pour adolescents, en dessous de 18 ans d'ailleurs, et qui montrent la sexualité sans aucun tabou, c'est-à-dire que ça implique échangisme, voire zoophilie, etc., sodomie, blablabla, mais avec de l'amour. Alors c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au Japon, il ne semble pas qu'il y ait de tabou judéo-chrétien en tout cas. En revanche, il est impératif que l'acte sexuel s'accompagne de sentiments. Et donc, les films pornographiques là-bas sont assez particuliers parce qu'ils mettent en scène l'émotion plutôt que la pénétration. Et les mangas pour adolescents font toujours en sorte qu'il y ait le mot « aishiteru »,« je t'aime », etc., qui soit prononcé à un moment ou à un autre. Et c'est toujours, quand on voit une prostituée, pour qu'elle fasse semblant d'être une petite copine, qu'on la paye. C'est-à-dire que les prostituées qui se contentent de se coucher et d'attendre que ça passe sont très peu payées par rapport à celles qui, d'une certaine manière, font semblant d'avoir un premier rendez-vous et qui ne se donneront jamais à vous, qui auront les yeux pleins d'étoiles et qui entretiendront l'illusion. On appelait ça le mensonge galant. Kiku Shuzo, qui parlait beaucoup des geishas, parlait dans la structure de liquide de cet étrange type de rapport, de relation aux femmes vénales, enfin les femmes qui sont payées en tout cas. Les geishas, bien évidemment, ne font pas l'amour, mais sont considérées comme des femmes du monde flottant, c'est-à-dire des femmes de l'industrie érotique, parce qu'elles entretiennent l'idéal d'une relation romantique. Donc ça, c'est intéressant, parce qu'on voit bien au Japon qu'il y a un rapport à la sexualité très, très, très différent. Maintenant, malheureusement, pour les relations hommes-femmes, il ne semble pas que ça change grand-chose, sauf si on est une prostituée. Donc, c'est bien. Pour revenir sur la question, est-ce qu'il y a un peu de race dans le sexe, en fait? Pour résumer, c'était un peu ça moi, justement, j'essaie de voir comment peuvent s'articuler des rapports sociaux de sexe, des rapports sociaux de racisation, des rapports sociaux de classe. Et
Alors au-delà du fait que, par exemple, dans la presse adolescente, les images ne montrent que des blancs, par exemple, c'est clair que, en suivant un petit peu Maxime Servul, je ne sais pas si vous connaissez ses travaux, et notamment le dernier ouvrage qui est sorti qui s'appelle Homo Exoticus, par exemple dans la presse gay qui parle beaucoup de pornographie, on se rend compte que l'image du jeune de banlieue d'origine maghrébine devient quelque chose qui cristallise, qui est très érotisé en fait, par exemple dans la presse gay, peut-être en rupture justement avec le gay blanc qui a réussi, qui s'est outé, etc. Donc on voit qu'il y a des choses comme ça qui s'articulent. Après, pour l'instant, je m'occupe de la presse française. Peut-être qu'un jour, je comparerai d'autres choses. Et je veux aussi rebondir sur la pornographie qui serait responsable de tous les mots actuels. Moi, je pense que déjà, il ne faut jamais dire la pornographie. Il y a plusieurs pornographies. Je pense que dans l'absolu, voir des gens avoir des rapports sexuels, c'est jamais gênant. Effectivement, après, on peut se demander parfois qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est consommé de telle façon. Mais voilà, je sais qu'il y a des jeunes doctorants actuellement à l'école des hautes études en sciences sociales, je crois que c'est Mathieu Trackman et Florian Voros qui travaillent là-dessus, sur la consommation de pornographie, pour justement que ça devienne un objet sociologique. Parce que je pense qu'il faut arrêter justement de laisser, notamment à la presse, parler de pornographie et dire que c'est responsable de tout. Je pense qu'il faut aller voir un peu ce que font les consommateurs avec la pornographie. Parce que... et voir effectivement aussi qu'est-ce qui se passe derrière un film porno, quoi. Mais... voilà, je pense qu'il ne faut pas diaboliser la pornographie. Dans laquelle on nous a demandé d'intervenir, ce sont des enfants, des garçons de 6e qui ont agressé sexuellement une fille de 6e. Hein. Donc, je pense que ce sont des enfants qui regardent beaucoup de porno et beaucoup d'incitations sexuelles à la télévision. Et c'est vrai qu'ils ne savent plus à ce moment-là se situer dans le rôle de garçon. Quand on a fait un travail avec les agresseurs, ces garçons étaient persuadés, disaient, leur argument, c'était que la fille était consentante, c'était elle qui voulait. Donc il a fallu faire un dessin au tableau pour situer les différents lieux, la salle des professeurs, les toilettes, etc., pour montrer que la fille s'était déplacée d'un lieu à l'autre en courant, donc leur faire admettre qu'elle n'était pas consentante. Et je pense que ces garçons vont passer en justice, mais ils ont quand même compris qu'ils avaient commis un acte grave.